Cher Dominique, nous nous retrouvons pour le troisième volet Oui, de cette émission consacrée à Shambhala. effectivement, Et nous allons aborder donc les connaissances scientifiques découvertes par le Major Wesley. tout à fait. Alors, la première chose, c'est de savoir si l'Agartha et Shambhala sont véritablement atteignables. Alors, comme je te l'ai dit, effectivement, le problème pour retrouver l'Agartha et Shambhala, c'est que cela requiert en fait une approche tout à fait particulière, qui est à la fois spirituelle et scientifique. Et ça n'est pas dissociable. Dans la mesure où, en fait, une partie des éléments nous sont inconnus et que la seule manière de rattraper le rédu, de rattraper le puzzle, c'est à la fois d'avoir un enseignement d'initié sur le plan spirituel et en même temps, à côté, d'être accroché à la réalité matérielle, archéologique des choses. Et, bah, ça, c'est pas gagné, ça va être un enjeu assez compliqué. C'est le moins que l'on puisse dire, Voilà. effectivement. Et d'ailleurs, comme je le disais la dernière fois en off, il ne suffit pas d'être béni par les lamas pour autant trouver la solution. C'est ça. Ça va être relativement, je pense, titanesque de faire cette recherche, même si aujourd'hui, en rassemblant sur cette table tous les éléments, textes anciens, sacrés, secrets, carnets du Major, on a quand même une petite chance de peut-être pas se tromper. Mais comme je te l'ai dit, et que nous sommes tous les deux des gens très posés, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les téléspectateurs et téléspectatrices, nous n'affirmerons pas que les carnets de Wesley sont la solution en eux-mêmes pour y arriver. Nous pouvons juste dire, c'est un élément de plus qui converge vers une possibilité que nous atteignions la destination. Maintenant, comme on l'a dit, il n'y a qu'un seul moyen de savoir si Wesley et ses écrits sont authentiques, je veux dire parfaitement réels, observables au sens einsteinien de la chose, c'est d'y aller. Donc, c'est effectivement, ça va représenter, je pense, un certain exploit. Ça, on aura l'occasion de revenir dessus, y consacrer une émission à part entière sur cette Tout à fait. possibilité d'aller là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rassembler un certain nombre de connaissances spirituelles issues des livres sacrés? Est-ce que c'est Non seulement qu'une question de technologie? non, c'est les... un mix. Voilà. Mais le pire, c'est que tu ne dois même pas, c'est ça la complication, beaucoup de gens vont au plus direct. Ils se disent, si on a le Ramayana, si on a le Mahabharata, les Puranas, les Védas, en principe, en gros, on est arrivé. Et non. Même là-dedans, il y a de sacrés blancs. Alors après, tu vas me dire, oui, bon, Domi, tu m'avais parlé dans l'émission précédente, je crois, ou la première, des Hopis, des Anasasis, qui nous donnent des informations. Oui, très bien, on peut les recouper. Je te jure, on peut faire Sherlock Holmes. Tu vas te retrouver avec des murs, avec des fils et des traits qui t'envoient dans toutes les directions, disant, oui, mais alors, la première phrase, tu la trouves en Inde, la deuxième au Tibet, la troisième en Amérique, la quatrième au Pacifique, la cinquième, tu la trouves à Mesa Verde, dans l'ouest, le sud-ouest américain. On n'est pas rendu. Vu la balade, il faut prendre billet open permanent sur toutes les compagnies aériennes pour rassembler chaque pièce les unes après les autres. Et encore faut-il avoir une vision assez globale pour savoir où tu mets la première, la deuxième et la troisième ligne. Car il faut aussi savoir quelle est la première, la deuxième et la troisième ligne, etc., etc. Donc, il y a déjà cette difficulté de rassembler toutes les informations. Et quand tu sais quand même que des textes, je veux dire, par exemple, comme le voyage du moine Cécé, les chroniques de Shenra Piho, alors parlons-en des chroniques de Shenra Piho. Shenra Piho, ces chroniques, c'est 300 ouvrages de 1000 pages. Je te rassure, tu n'auras pas les trois dires, j'ai déjà fait ce travail. 300 000 pages? Oui, ça m'a pris 1 an au monastère de Tolling, où j'ai passé 1 an là-dedans, à trier et traduire. Dieu merci, c'est extraordinaire, mais même dans les monastères les plus perdus des recoins du Tibet, tu arrives à trouver des gens qui parlent français, et tu arrives à trouver des gens qui ont même fait des études en France et qui sont moines. Ce qui a été le cas, donc. Dieu merci. La divinité
hein, le dieu Mitra, Shenrapmiwo, de la connaissance et de la lumière, a décidé de me filer un coup de main en disant c'est là-bas qu'il faut, pas celui-là, tu vas pas à Tabo, tu vas pas à Saharan, tu vas à Toli. Et j'ai mis un an pour traduire, aidé par une vingtaine de moines, pas un seul. Ça fait beaucoup de travail, ça fait 12 heures par jour de taf. Et qu'est-ce que tu as pu découvrir de ces ouvrages? C'est énorme. Comme je t'ai dit, Shenrapmiwo il définit tout, la philosophie de l'Agartha, la manière de penser, les règles sociétales, tout, n'importe quoi, la moindre fête, c'était fait dans un détail, c'est un véritable reportage documentaire. En ça, Shenrapmiwo est une sorte d'Hérodote de l'Asie du Sud-Est, tu vois, qui décrit l'intégralité de la civilisation dans laquelle il vit sous le moindre de ses aspects. D'accord, donc c'est grâce à lui que tu as eu toute l'organisation sociétale que nous avons abordée dans l'émission numéro 2. Et encore, je n'en ai donné que des parcelles parce que nous sommes limités dans le temps. Mais c'est bien plus organisé que ça, mais ça serait infini. Il nous faudrait 1000 émissions pour pouvoir définir tout ça. Ce qui est très important, c'est qu'il est quand même sorti de là un certain nombre de grandes lignes qui se sont trouvées être conformes à des textes qui n'étaient pas issus de Shenrapmiwo, mais d'autres philosophes, même Bouddha, qui ont permis de vérifier, je dirais, de trouver des parallélismes, de trouver des éléments de point de convergence qui prouvent que c'est bien conforme, c'est bien ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, malgré tout ça, même les chroniques de Shenrapmiwo, ou bien la légende du Sanzu no Kawa, il faudrait que je t'en parle, c'est un relatif, ou le grand commentaire sur le Kalachakra de Mimhab, je veux dire, tout ça ne donne que des éléments parcellaires. Tu densifies le puzzle, tu remplis un grand nombre de cases avec ton puzzle, mais ton puzzle reste encore incomplet. Donc, ce qu'apportent les carnets du Major, c'est une lecture nouvelle des puzzles, des pièces, qui viennent se poser à des endroits que tu n'imaginais pas et qui, tout d'un coup, te permettent de remplir d'autres cases vides. Alors justement, parlons-en, quels sont ces éléments ou quelles sont les découvertes qu'aurait fait le Major Wesley qui peuvent éclairer justement ce chemin ou tout ce Alors d'abord en tout premier, la certitude d'y aller à travers les points des haltes, longitude et latitude. Mais ce n'est que les premiers points, parce que, je veux dire, Wesley a fait des découvertes tout le long de son, entre guillemets, initiation. On pourrait parler par exemple du gardien de Saparang. Le gardien de Saparang est une cité qui se trouve dans l'ancien royaume de Guge, dans le royaume du Shansung, on va dire dans la sphère d'obédience du Tibet. C'est censé être l'endroit, le dernier endroit où Shambhala a exercé encore une influence politico-spirituelle. Là-bas aurait été trouvé par Wesley un artefact. Ce fameux artefact qui permet, au fur et à mesure des haltes, d'avancer dans le chemin. En fait, si mes souvenirs sont bons, il y a 8 artefacts qui sont planqués à des endroits donnés. Le premier étant le gardien de Saparang, donnant la destination pour atteindre le second, et ainsi de suite. Et ils ont tous la même particularité, ces artefacts. Décrits par Wesley, ce seraient des objets sphériques, hexagonales, isocèles, discoïdales, etc., faits dans une matière qui apparaît comme étant du verre, mais ça n'est pas du verre, et dans lequel baigne un liquide transparent dans lequel il y a des objets qui semblent être faits d'une matière couleur miel, marron miel. La particularité de ces artefacts, c'est que si tu les éclaires, tu obtiens une image agrandie de ce que contient l'artefact, qui te donne ainsi une situation géographique et avec une ligne bleue en surrémilance, hein, c'est un bleu très, très éblouissant, très halogène, quoi, et qui t'indique exactement où tu dois passer, jusqu'à un point donné. Et la moindre
des singularités sur le chemin qui te permet de te repérer que tu es sur le bon chemin apparaît. Alors que si tu regardes l'artefact, c'est microscopique. Tu te prends une loupe pour regarder le truc. Comme une projection. Voilà, il te suffit de mettre ça sur un pied, de l'éclairer pour obtenir au sol un agrandi très précis. Projeté. Voilà, un projeté qui te permet ainsi de savoir très exactement où tu vas. Quand tu as les cartes de tout l'Himalaya, etc., et c'est ce qui s'est passé avec Wesley, Il les avait. il les avait déjà. Il avait Donc, les cartes de ah oui, 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 au cours de l'expédition, oui. Pas au moment où il a retrouvé le gardien de Samparan, mais au moment où il a commencé à lancer son expédition en 1921, avec son équipe, il avait toutes les cartes lui permettant de couvrir, enfin toutes les cartes qui avaient été faites à cette époque-là. C'est-à-dire que par exemple, le Tibet, les dernières cartes au moment de son expédition dataient de 1905. Donc, mais c'était quand même pas non plus la super machin, puisque lui-même a trouvé des monuments, des ponts, des choses comme ça, qui apparaissent dans des artefacts et qui n'apparaissent pas sur les cartes pour la bonne raison que les gens ne sont jamais allés jusque-là. C'est-à-dire qu'il a souvent trouvé sur les cartes faites par les géographes des zones blanches que lui-même a pu remplir avec la projection. D'accord. Donc ça c'est l'étape Du gardien de Samparan, voilà. qui lui a permis ce chemin initiatique de remonter. Mais il n'y a pas que ça. À l'intérieur, le gardien de Saparang était un artefact inclus dans une statue dont il fallait connaître le détail pour arriver à l'ouvrir. Enfin, tu ne pouvais pas la casser. Si tu cassais, ça allait probablement détruire l'artefact à l'intérieur. Une chance qu'il n'en ait pas trouvé de cassé, donc, déjà. Mais il a passé parfois des semaines à décrypter les différentes phrases clés qu'il fallait déjà traduire pour comprendre dans quel sens il fallait que tu bouges les éléments mobiles de chaque statue dans un sens très précis et pas en faisant premier dernier mais vraiment dans le bon ordre pour arriver à ouvrir ces trucs-là. Et à côté de ça, il avait quand même sur les piliers dans lesquels était inscrit ou sur les autels ou les choses qu'il a trouvées les éléments qui lui permettaient, si tu veux, de décrypter la manière dont il fallait ouvrir cet artefact. Mais c'était toujours de manière extrêmement métaphorique. C'est-à-dire, il fallait que tu déduises à partir des phrases ce que ça pouvait avoir comme sens appliqué à la statuette. Ce qui demande déjà un certain nombre de connaissances. Qu'il avait lui-même Voilà. et qu'avait l'un de ses membres de son équipe, le jeune archéologue, qui lui aussi était un passionné de ça, et je pense, je l'ai toujours dit, que le succès de cette expédition n'est pas venu que de Wesley, mais du fait que ce jeune archéologue, en le rencontrant, possédait les pièces manquantes à Wesley pour atteindre la destination. Ils ne savaient pas tous les deux qu'aucun d'eux n'atteindrait la destination s'ils ne s'associaient pas. Donc c'est vraiment, il y a eu véritablement une succession d'événements favorables qui ont permis la réalisation de cette chose. Donc ensuite derrière ça, évidemment, il y a des choses extraordinaires. Alors là, ça dépasse l'entendement, c'est les fameux canons à plasma. Canon à plasma. Oui, les canons à plasma, c'est un truc extraordinaire. À un moment donné, ils sont dans une vallée. Alors, comme je te l'ai dit, ils établissent les cartes géographiques au fur et à mesure qu'ils avancent. Et évidemment, vu la gueule de la vallée, qui ressemble beaucoup plus à un enfer qu'à un paradis, ils l'ont appelé la vallée de Dante. Donc, dans cette vallée, ils vont être les témoins d'un phénomène extrêmement grave, à savoir un bolide qui s'écrase sur Terre. Et ce phénomène s'est déjà passé plusieurs fois. Il s'est passé dans le passé et avant Wesley en 1908, c'est l'incident de la Tunguska. Et de l'autre côté, c'est en 2004, c'est un incident en Sibérie septentrionale où l'armée russe a assisté exactement au même phénomène. Et tout ça a été rapporté par mon ami scientifique russe Valéry Uvarov, qui a présenté déjà ça dans des textes. Il est allé chercher l'information, je dirais, jusqu'au confidentiel défense. Il a pris quand même quelques risques. Mais le phénomène s'est reproduit. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé très exactement à la Tunguska, parce que les gens qui ont été témoins du phénomène étaient trop éloignés. Ceci dit, certains éléments qu'ils ont donnés laissent à penser que le phénomène était identique. Par contre, le phénomène de Wesley et le phénomène russe sont totalement identiques dans la manière dont ça s'est déroulé. Et c'est quand même extraordinaire, parce qu'on est en train de parler
d'une installation technologique surélaborée sur cette terre, probablement fondée par les Agarthiens, et dans le seul but de détruire les géocroiseurs. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, et quand on revient à l'histoire d'Agartha, de nos chers amis les Arzouls, et quand on voit comment ils s'y sont pris pour anéantir les deux planètes qu'on avait colonisées lors de cette deuxième tentative d'implantation de la civilisation, les bolides étaient leur arme préférée, si je puis dire. En clair, dirigés vers nous, des objets astéroïdes, dans le seul but qu'ils fassent un maximum de dégâts. Oui, parce que je précise quand même que quand on parle de bolides, on parle bien d'astéroïdes. Exactement. Et donc, pour l'explosion d'un Tunguska, ou ce qui s'est passé en Russie, on parle d'astéroïdes. C'est important de le transmettre, mais que cette technologie... Donc, alors cette technologie, elle est décrite dans les livres de Shambhala, puisque j'ai mis l'intégralité de ce que lui a noté sur ce qui s'est passé, qui est absolument ahurissant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand Valéry Ouvarov m'a remis le rapport russe de ce qui s'est passé, où l'armée russe, en manœuvre, s'y retrouvait en beau milieu de ce phénomène. Je veux dire, donc il y a eu des centaines de témoins, tous ces soldats, tu vois, plus les paysans alentours et tout. Tout s'est déroulé mécaniquement, de la même manière. Et de la même manière, aucun astéroïde n'a touché le sol, même pas celui de la Tunguska. Il a été démontré que l'objet a explosé à 60 km d'altitude pour une raison inconnue, mais dont tous les scientifiques sont d'accord, vu la masse qu'il avait relative à l'explosion, l'atmosphère terrestre n'était pas suffisante pour l'arrêter. Mais, donc, est-ce que ça sera un site différent, le canon à plasma? Bien entendu, donc, bien il y entendu. en aurait un certain nombre un peu partout sur Terre. de répartis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que visiblement il fonctionne en automatique, car dès qu'un objet un peu trop dangereux se présente sur notre planète avec le risque de s'écraser, cette machinerie se met en marche et neutralise l'astéroïde. Ils ont assisté à sa neutralisation en direct. Ils ont même failli devenir complètement sourds parce que, vu l'assourdissante explosion, vu qu'il a explosé intra-atmosphérique, à un moment donné, ils ne s'entendaient même plus, ils n'entendaient plus rien, quoi. Mais c'est une technologie, même Wesley le dit, ça c'est pas une technologie terrienne, c'est très clair. Et ce qu'ils ont vu, c'est des choses extraordinaires. Tu sais que les Russes ont creusé comme des malades l'endroit où les tours à plasma se sont refermées, escamotées, et ils n'ont jamais retrouvé la moindre trace de ces tours. Donc elles sont cachées dans le sol, et au moment opportun... Cachées? À quel point? Oui. Puisque, en creusant pour les trouver, ils ne les ont pas trouvées. Mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils les ont bien vus sortir. Donc on ne sait pas d'où elles sortent, d'où elles se matérialisent, et comment d'un coup elles interviennent, puis leur boulot terminé, se volatilisent. Il y a une scène extraordinaire dans la vallée de Dante, où tu as carrément le lac qui se vide de l'intérieur. Tout un lac. Et tout d'un coup, ces tours sortent de ce lac, se mettent à cartonner le bolide, et une fois qu'elles l'ont démonté, elles re-rentrent dans le lac, lequel se referme le fond, et l'eau se met à jaillir en geyser et re-remplit le lac. C'est quand même hallucinant, un truc comme ça. Oui, ça paraît effectivement un peu fantastique. Oui. Je veux dire, comment c'est possible? Et tu vas me dire, mais, et les Russes? Mais les Russes ont vécu la même chose. Sauf que là, c'est une rivière qui a purement et simplement cessé de couler. Ça, les Russes l'ont dit. Ah, ils l'ont vu, c'est dans le rapport. Elle s'est arrêtée net. Comme tu coupes un robinet et le truc est sorti de partout, les mecs, ils vont halluciner. On est en train de parler de tours qui faisaient entre 30 et 50 mètres de haut. C'est pas résiduel comme engin. Oui, on a du mal à concevoir une telle... Et puis, c'est matériel, on est censé pouvoir le toucher. Bon, eux, ils n'ont pas pu les approcher, mais ils se sont dit, ben attends, c'est bien matériel, c'est pas un mirage. En plus, un mirage ne fait pas de bruit. Là, il y avait un vombrissement. Quand les machines se sont mis à émettre, donc à fabriquer les boules à plasma, les vêtements ont carrément roussi.
autant chez Wesley que chez les armées russes. Les mecs ont les vêtements ont commencé à cramer, comme tu laisses ton fer sur une chemise. Je veux dire, c'est redoutable. Les mecs ont vécu des champs électromagnétiques terribles, les boussoles sont parties en live, enfin il y a eu des tas de trucs, des phénomènes complètement dingues, et une fois le truc terminé, les nuages étaient argentés, comme de l'argent, probablement surexcités au niveau atomique, par le phénomène qui avait été lancé, quoi. C'était des néons, les trucs, tu vois, mais à l'époque de Wesley, on peut dire Wesley, tout ça, c'est du pipeau, ok, mais en 2004, et le phénomène est le même. Le truc est écrit dans les carnets, le truc est écrit dans le rapport russe, les deux sont identiques, mais non pas de la même date. On est dans les années 20, on est dans les années 2000. Oui, tout ça, c'est sûr que on est en pleine science-fiction. Ah oui, non mais tu sais, bien entendu, moi je l'ai toujours dit, Thierry, il faut se méfier de la science-fiction. Oui, oui. Parce que la science-fiction, à mes yeux, c'est une réminiscence. C'est de l'ordre du génétique. C'est des souvenirs que nous avons au fond de nous. Et tout ce que nous croyons créer a déjà été fait. Là, on rejoint un principe spirituel qui nous est bien connu, n'est-ce pas? Tout à fait. Tous les possibles sont déjà créés. Voilà. Exactement. Nous sommes maîtres de ceux que nous allons mettre en vie. Alors après, justement, tu me posais cette question qui t'a toujours turlupiné, qui te travaille encore aujourd'hui, c'est la dimension de la vallée de Shambhala. Certes. Quand on sait qu'en Agartha, nous avons en face de nous une vallée de 74 km de large sur 162 de long, je suis d'accord avec toi, mais comment ça peut être invisible, ça? C'est ça. Tu vois? C'est ça. Et pourtant, ça l'est. Et pourtant, ça l'est. Donc, on aura l'explication que si une équipe s'y déplace. Tout à fait. Jusque-là, on est face à une inconnue. D'autant plus que, à mon souvenir, et ça m'a fait beaucoup marrer, avant Mao, la Chine croyait à Shambhala et l'Agartha. Elle a envoyé 12 équipes, qui totalisent 200 personnes. Aucune n'est jamais revenue. Aucune. On ne sait pas s'ils sont morts ou pas. On ne sait tout simplement rien. Mais pire, les équipes qui se sont succédées ont cherché des vestiges des précédentes. Et les dernières qui ont commencé à utiliser la radio, on était sortis de l'époque de la guerre, on commençait à avoir enfin des radios longue puissance et tout, n'ont jamais retrouvé la moindre trace de la moindre expédition pourtant empruntant le même chemin. On est d'accord que de toute façon, il y a beaucoup de mystères autour de ce ça. Ça paraît tellement d'ailleurs fantastique et démesuré qu'on a du mal effectivement à se projeter. Donc, alors le mot démesuré, le mot démesuré, Thierry, le mot démesuré, et tu viens de le poser à bon escient. Je te remercie, c'est exactement ça. Parce que l'Agartha et Shambhala, c'est impossible à décrire si on n'utilise pas des superlatifs. C'est too much, comme on dirait en anglais. C'est ça. Tout est trop. C'est immense, c'est géant, c'est incalculable, c'est inimaginable, c'est inentendable. Je te donne un exemple. Lors de l'entrée à la cité de Shambhala, Wesley décrit le hall d'entrée, c'est-à-dire l'endroit qui, enfin, comme c'est un mont, tu entres par ta porte et tu accèdes au centre de la cité, d'où tu peux rayonner dans toutes les directions. Donc il va traverser un couloir et une salle, sous forme d'une coupole, d'accord? Et cette salle, il l'a décrite. Et là, je t'avoue que même moi, je ne sais même pas si c'est possible de construire ça. On est en train de parler d'un hall d'entrée aussi haut que 3 fois le gratte-ciel Equitable à New York. Oui, c'est-à-dire
un gratte-ciel qui fait 164 mètres de haut, tu le multiplies par 3, soit, si mes souvenirs sont bons, je recherche mes chiffres, 492 mètres, plus haut que la tour Eiffel de 192 mètres, et ça c'est le plafond de cette salle. Une salle de 500 mètres de haut. Oui, c'est ça. Ça paraît... 500 mètres, c'est un ciel, c'est plus une salle. Tu ne peux pas appeler ça un plafond. D'ailleurs, le plat fond, il n'existe plus, puisqu'il n'est ni plat ni fond. Donc, oui, effectivement. Et en plus, on te parle d'une salle qui a 1 kilomètre de diamètre. 500 mètres de haut, 1 kilomètre de diamètre. Oui, techniquement et technologiquement parlant, pour arriver à construire cela et à ce que ça tienne debout, parce que de toute façon, mais justement, portée, si tu veux, moi, comme je te l'ai dit, j'ai pas mal de cordes, je peux même jouer de l'art, tellement j'en ai, et j'ai fait en candidat libre, il y a des années de ça, j'ai passé mon diplôme d'architecte, je sais ce que c'est une flèche, je sais ce que c'est la résistance des matériaux, j'ai fait 1000 fois les calculs, en reprenant ma règle d'architecte, et en disant, nom de Dieu, comment tout ça tient debout? Je n'ai pas la réponse. Oui, c'est ça. Je n'ai pas la réponse. La flèche est immense, ça ne devrait pas tenir. Le poids est immense. Qu'est-ce qui soutient cette voûte? Une voûte d'une cathédrale. C'est le ciel qui la soutient. Mais là, tu as une masse rocheuse monumentale au-dessus. C'est pas du tout la même pression. C'est sûr. La loi de la gravité, là, elle exerce une pression en mégatonnes. Je veux dire, c'est des millions et des millions de tonnes qui sont sur cette coupole. Comment ça fait qu'elle ne tombe pas? Et puis, les mecs vont beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. On est en train de te parler d'un plafond enjouré. Alors, en plus d'être hyper haut, il possède des trous. Alors déjà que j'oserais pas en mettre des trous, moi, rien que pour que ça tienne, là, il y a des trous par lesquels la lumière du jour passe. C'est hallucinant. Donc, il passe à travers la masse des rochers qui est au-dessus. Exactement. Ah ben, apparemment, elle est au cœur même de la montagne. Cette montagne est visiblement percée de trous, de manière parfaitement ordonnée. Hein. C'est pas l'architecte, je t'en fous, hein. C'est vraiment architecturalement calculé, quoi. Et cet ensemble de trous crée une lumière ambiante dans la salle immense, qui, elle, est censée être souterraine. Donc, en fait, que la lumière du jour, dans un tunnel, tu vois, avec une masse en mégatonnes au-dessus de ta tête. Et puis, bien sûr, pourquoi s'arrêter là quand on est à Garcien? Allons jusqu'au bout de la précision. Jardins suspendus, s'il te plaît. Des jardins suspendus, des titans monstrueux de 500 mètres de haut, puisqu'ils soutiennent la voûte tout en touchant le sol. Parce que ça, on est dans une vision complètement... Je veux dire, la Statue de la Liberté fait 94 mètres. Je crois sorti en fait d'un roman, d'un roman fantastique. En fait. Ah oui, non, mais moi, si tu veux, mon côté rationaliste, ce que beaucoup de mes détracteurs me reprochent, c'est peut-être de ne pas assez rêver, de ne pas vouloir rêver. Je suis confronté à tout sauf au cartésianisme. Je me dis, mais ça ne peut pas tenir debout. Ils connaissent des techniques qui nous échappent totalement et qui leur permettent de faire tenir ça. Par contre, j'ai même imaginé que ces statues soient creuses et que c'est un système de densité réparti judicieusement qui permet de faire tenir cet ensemble sans qu'il tombe. Je ne sais pas, il y a une véritable recherche. Tu sais que ça va être un cas d'école pour les architectes du futur. Hein. Oui, c'est certain. Comment construire ça, reproduire ça pour d'autres bâtiments. Oui, ça change complètement, disons, la vision des choses, des matériaux employés, des portées de la technologie. Ah ben, je vais te donner, oui, vas-y, dis-moi. On cite, disons, la taille des bâtiments. Alors là, on parle de 7000 étages. Ah oui, ben alors justement, tu t'imagines un petit peu, Shambhala, 7000 étages de haut, chaque étage faisant 4 mètres de hauteur. Ça fait 28 000 mètres de hauteur. Exact. Ou si tu préfères, l'équivalent de 3 fois l'Everest. C'est ça. Tu vois. Et en dehors de ça,
je dirais, tu fais rentrer, je ne sais plus combien de fois, la tour Eiffel dedans, mais un certain nombre de fois. Oui. Mais ce qui est le plus surprenant quand même, c'est que quand on lit le nombre d'étages, 28 000 Oui. mètres, donc, 5500 environ au sous-sol, ça fait 22 000 mètres de haut dans le sol. Alors en fait, là, il y a une erreur sur l'information que j'ai mise. C'est pire que ça, c'est 6375 étages en profondeur et 625 en hauteur. Bon, les calculs rapides, on est à 26, 27. Non, on est à 28, on est à 28, on reste à 28, mais la répartition, en fait, il y a à peu près 2500 mètres de hauteur à partir du niveau du rez-de-chaussée qui constitue la montagne en elle-même, enfin la montagne super méga terraformée, et dessous, c'est une véritable ville souterraine et qui plonge à une profondeur absolument abyssale, qui met en confrontation les connaissances de la science actuelle avec la crédibilité des informations retransmises par Wesley, Oui. puisque selon nos géologues les plus appointés, nous serions déjà dans le magma si l'on s'en tient aux descriptions de Wesley. La première couche de la croûte, je crois, elle est de l'ordre de 28 à 30 km, il me semble. Même pas. La couche océanique, c'est 3. Mais là, on est... Parce que, donc, ça veut dire ça en bas. Oui. Parce que si on tient compte de la hauteur, donc... De la montagne, oui, de l'émergence, oui. Si on était à 8000 mètres, ça veut dire l'intégralité d'une montagne de type Everest. Oui. Hein, voilà. Oui. Donc, on aurait des vestiges donc, visibles à une altitude très importante. Donc, ce n'est pas le cas, on n'en connaît pas comme ça. On Exactement. qui existe. Donc, ça veut dire qu'on doit être perdu. Là encore, le mystère de la dissimulation de la cité. Et on revient à cette profondeur, on descend 8 000, 22 000, 23 000, en dessous 26 000, on a dit. Par là. On est à la limite, effectivement, de... Ah ben, si on tient compte de la masse rocheuse et de la triple chaîne de l'Himalaya, il est clair que le magma est pas très loin. Donc, ça paraît... Et d'ailleurs, non, enfin, non. Dans d'autres passages des carnets de Wesley, il parle de voyager dans une sphère qui traverse d'un mont à l'autre, et dans lesquels, dans ces tunnels, puisqu'il peut voir à travers la sphère, il voit certaines parties du tunnel qui est pratiquement à l'état de fusion. Donc, je pense qu'effectivement, le magma est vraiment pas très loin du tout. Du tout, du tout. Elle est très profondément enfoncée. Mais une chose qui est extrêmement simple, qui est écrit aussi dans les carnets de Wesley, ils ne comprennent pas quand ils sont arrivés au socle en bas de l'une des cités, qu'il fait 20 degrés, alors que si on tient compte du nombre de degrés que l'on prend par centaines de mètres en descente, il aurait dû faire dans les 425 degrés en bas. Donc ça veut dire là encore une technologie potentielle de régulation de température ou d'isolation extrêmement élaborée. Comment ils font ça, j'en sais rien. Oui, au stade de nos connaissances, ça nous paraît totalement... Ah ben, je te l'ai dit, la problématique de Shambhala, c'est 700 siècles. Et que nous allons devant un nombre de données inconnues, de non-réponses possibles dans l'état de la science d'aujourd'hui. Ça nous est impossible de répondre. Donc si tu regardes là-dessus, c'est pareil. Je veux dire, explique-moi un peu le pentagramme. Oui, j'allais y venir justement, je posais la question, parce que dans la formation, là encore, on retrouve effectivement des montagnes. C'est les émergences de la cité de Shambhala, c'est la partie qui est posée, je dirais, à partir du rez-de-chaussée vers les hauteurs. Avec des points de ralliement entre les sommets. Pas seulement, mais pour moi déjà, le pentagramme me pose un premier problème. Son existence. Depuis quand la nature fabrique une figure géométrique pentagrammique parfaite, dans laquelle il n'y a absolument aucun écart, ni de distance, ni de degré, entre les différentes branches du pentagramme? Comment c'est possible? Comment c'est possible que les monts soient presque tous à une hauteur à peu près égale? Pour être différents, ils sont presque à une hauteur égale. Comment
c'est possible, effectivement, tu l'as dit. Ils décrivent des ponts construits, mais maintenant congelés, enfin, ils sont à des hauteurs telles qu'il fait très froid, il y a de la neige, il y a du verglas, enfin, c'est pratiquement emprisonné dans de la glace. Et comme ils le disaient eux-mêmes, on ne va même pas tenter de les traverser parce que c'était moyen l'envie d'aller se jeter là-dessus. Surtout vu l'altitude à laquelle ces ponts étaient. C'est ça. Le pire, c'est les autres ponts. Les ponts de lumière. Non mais les ponts de lumière. Les gens, le public, pas les scientifiques. Comment c'est possible? La lumière se matérialisant. La lumière matérialisée. On sait que c'est possible pourtant. Par enfin, théoriquement, on sait que c'est possible. On fait des calculs. Mais arriver à construire un pont de lumière, en fait, au point, ah oui, non mais ils ont même eu peur de s'électrifier en tentant avec un couteau de traverser le machin pour voir si c'était tant matériel que ça. Ils n'ont jamais réussi à traverser quoi que ce soit comme matière. Pire, ils ont emprunté ce pont. Et le pire de ce pont, c'est que ce n'est pas un simple ruban lumineux. Il est équipé de garde-fous pour pas que tu tombes. Tant mieux. À cette hauteur, il vaut mieux. Voilà. Mais avec le vent et tout, les rafales. Mais comment une lumière peut être architecturée, denséifiée? Il parle de ponts d'1 millimètre, peut-être 2 ou 3 à tout péter, mais pas vraiment plus. Une fine couche de lumière supporte 7 individus et tout leur chargement d'un pont à l'autre, d'un mont à l'autre, je veux dire. Oui, c'est ça. C'est quand même, il y a quelque chose quand même qui dépasse l'entendement là-dedans. Oui, totalement. D'ailleurs, j'ai personnellement beaucoup de mal à imaginer tout ça. Enfin, à l'imaginer, non. Mais l'imaginer, je l'imagine très bien. C'est de mettre en forme et pouvoir, j'en reviens toujours à ma question initiale, parce que ça, c'est ce qui me perturbe le plus, c'est de dire comment, à notre époque, on n'a pas pu détecter de telles choses. On n'arrive pas à détecter de telles choses. Alors, je veux bien concevoir qu'il y ait une technologie fantastique derrière qui protège tout ça, parce que ça, après tout, c'est parfaitement envisageable que ça aille de pair avec c'est même pire, Thierry, c'est même pire. C'est la seule explication possible. Ben, oui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est la seule explication possible. Tu ne trouves pas d'explication sinon. Il me tarde de te voir partir, enfin plutôt revenir d'ailleurs, tant qu'à faire, pour témoigner, amener quelque chose, évidemment. Mais je suis tout aussi circonspect que toi. Ce qu'il faut bien comprendre, ce n'est pas parce que je suis celui qui initie l'expédition qui va partir là-bas, que je suis moins pragmatique, moins réaliste que toi, que j'ai moins de questions que toi. Je le conçois. Je suis tout autant dans le questionnement. Et ces choses me turlupinent aujourd'hui, demain et dans 10 ans. Enfin, moins si je suis parti. Mais je veux dire, la chose qui est importante là-dedans, c'est que tout est inexplicable. De toute façon, comme je dis toujours, on en revient toujours à la même chose, il faut aller voir, parce qu'il ne faut pas être fermé à l'impossible, c'est bien connu. Non, mais de toute façon, encore une fois, comme pour l'histoire de la technologie qui cacherait tout, malheureusement, la seule réponse, c'est si on n'y va pas, on ne saura pas. Oui, c'est ça. C'est encore une fois, c'est comme pour la technologie, le seul moyen d'avoir la réponse à la question, c'est d'y aller. Point. Il n'y aura pas d'autre manière de trouver la réponse. Oui, parce qu'il y a, on ne pourra pas le faire à distance. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup intrigué aussi, c'est l'histoire de cette architecture escamotable, en quelque sorte, hein, des murs. Ah oui, alors ça, c'est quelque chose. C'est la scène où effectivement ils sont perdus dans la cité. Ils sont quelque part, je pense, pas très loin du rez-de-chaussée. Oui. Quelques étages en dessous, pas plus, je pense. Et ils essayent de rejoindre la destination qui était la leur, c'est-à-dire le campement de base qu'ils avaient créé, et de là où ils étaient partis, bien sûr, ne se retrouvaient plus, parce que c'est un véritable labyrinthe. Et effectivement, il y a l'intervention de cette intelligence artificielle qui est complètement dingue, parce qu'on ne peut même pas imaginer ça. Je veux dire, qui pourrait imaginer Paris géré intégralement par un supracalculateur qui réglerait absolument tout, l'éclairage, la bouffe, l'eau, enfin tout, pour tout le monde, en permanence, et qui saurait lire dans l'esprit de tous les individus, même le môme de 4 mois,
pour savoir très exactement de quoi il a besoin. Ouais, c'est ça. C'est... Une cité est une cité. Il y a bien un maire, un conseil municipal. Mais là, on est en train de te parler d'une intelligence qui gère absolument tout, tout le temps, en permanence. Et cette intelligence met en œuvre une technologie architecturale qui dépasse l'entendement, puisque les lois physiques actuelles telles qu'elles sont connues ne permettent pas de faire ça. C'est impossible de faire ça. Faire riper et modifier la disposition de murs dans un étage, sur des milliers d'étages au-dessus, sans que ça influe sur l'ensemble de la structure, c'est, dans l'état actuel des choses, inexplicable. Il n'y a rien qui peut expliquer ça. Alors, et elle arrive à le faire à distance. C'est ça. Donc je veux dire, ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, mais il n'y a pas que ça. Oui, j'ai vu ça. Il y a... L'éclairage artificiel qui se déplace au fur et à mesure que c'est comme dans une rue où tu serais seul dans la rue et tous les lampadaires seraient éteints sauf ceux qui sont nécessaires pour que tu y voies. Et qui s'éteindraient, s'éclairaient au fur et à mesure de ton déplacement. Ça, à la limite, c'est peut-être ce qui est le moins extraordinaire pour moi, puisqu'on le voit déjà quelque part grâce aux cellules photoélectriques qui se mettent en place quand on progresse dans certains tunnels. Oui, non, mais pas à l'échelle d'une ville entière. Non, c'est sûr. Vous voyez, rien que ça, c'est déjà énorme. Cette énergie est une énergie qui a un point commun, elle est blanc-bleuté. C'est-à-dire, elle est censée être électrique. Elle ne peut pas être émise par autre chose. C'est pas du gaz, c'est pas de la torche, c'est pas des feux, c'est pas des trucs préhistoriques. C'est autre chose. Et ils analysent cette énergie à un moment donné, elle n'émet absolument aucune chaleur. Pire, si tu trempes ta main dans cette énergie, tu n'es même pas brûlé. Est-ce qu'on ne rejoint pas là une notion en parallèle avec Tesla et des découvertes qu'il aurait pu faire sur l'énergie libre? Pour moi, c'est très clair que c'est le produit d'une fusion à froid. Sauf que la fusion à froid aujourd'hui, c'est une théorie dont l'équation n'est même pas terminée. Donc, c'est-à-dire capable d'utiliser l'énergie vivante de l'univers, l'énergie active, pas l'énergie fossile, l'énergie morte, nécrologiquement, l'énergie vivante, à profusion, et je ne sais pas comment il l'extrait, je ne sais pas comment il la collecte, je ne sais pas comment il la dirige, je ne sais même pas comment il règle le truc. À un moment donné, ils arrivent à activer des parties de la ville, et littéralement, ça pénètre dans des veines, à l'intérieur des murs, on dirait presque que la cité est un corps, comme un corps humain, et que l'électricité est son sang. C'est des choses qui dépassent un petit peu l'entendement, là aussi. Tu vois, je veux dire, c'est... Alors il doit falloir une source d'énergie absolument phénoménale pour arriver à ce résultat. Ben, c'est surtout pas tellement ça. Encore un chiffre. On est toujours dans les superlatifs, encore un chiffre incroyable. Shambhala, elle, tout seul, avec tous ses étages, est capable d'accueillir, d'héberger et de nourrir l'équivalent de la population totale de l'Europe des 27. Une cité. Et c'est là où je dis que les partisans de la Terre creuse, ce sont des gens qui sont dans l'obscurantisme médiéval. Les gens qui ont vu ce qu'ils appellent la Terre creuse, ce sont des gens qui ont vu Shambhala, ou l'une des cités, puisqu'elles sont toutes construites pratiquement selon le même modèle. Donc, quand tu t'imagines une cité qui fait plus de 50 bornes de diamètre sur 7000 étages, et que tu voyages à travers tous ces étages, comment tu ne peux pas imaginer 30 secondes, si tu n'as pas l'esprit d'un mystique, qu'il existe effectivement quelque chose sous la terre, immense. Il parle du jardin de Valka, c'est un truc de fou. C'est une grotte considérable avec littéralement une jungle, des jardins, des rivières et tout sous terre, avec des failles dans la roche par rapport aux montagnes qui permettent l'éclairage de tout ça. Donc les plantes vivent, tu te retrouves ici, tu vois, nous sommes là sous un ciel gris, on pourrait tout à fait imaginer que ce ciel gris, c'est de la vapeur d'eau et qu'au-dessus, c'est une voûte de roche. Mais, alors, l'ensemble de cette population, parce que l'Europe des 27, ça fait beaucoup de monde. Hein. 360 millions de personnes. Donc, une cité, 360 millions de personnes. Ouais. On va multiplier 360 millions de personnes par 98 cités. Ça fait du monde. Ces gens-là,
Attention, je t'ai dit que ça pouvait accueillir. Oui, Je oui. ne te dis pas que les cités, Oui, effectivement, les ont abritées. En tout cas, bah, alors s'ils les ont pas abrités... Mais ça représente un potentiel. Ça sert à quoi de faire une telle capacité d'accueil Le souci des agarcions, c'est le retour à la galaxie d'origine. C'est ce qui traverse en filigrane tous les textes qui ont été retrouvés dans Shambhala, dans la salle du savoir. Ils veulent rentrer à la maison. Oui. On ne fabrique pas des engins comme ils sont décrits sur leur mur de 19 km de long sur 8800 mètres de haut avec 500 personnes, ni même 5000, ni même 50 000. Ces engins-là doivent être fabriqués dans l'espace parce que leur poids et leur masse est telle qu'il est impossible de les faire décoller du sol. Donc, et ça a demandé un nombre infiniment impressionnant d'individus pour réaliser. Ils étaient plus que 144 000 au départ. C'était matériellement impossible pour eux de repartir. Donc, ils ont littéralement projeté dans le futur ce retour. Et il leur fallait du monde. Et j'aime cette phrase que tu trouves dans absolument toutes les religions. Croissez et multipliez. Croissez et multipliez, tout à fait. Parce que le but, c'était le nombre. Et aujourd'hui, nous sommes presque 8 milliards d'individus. Et comme par hasard, les planètes se mettent en conjonction. Je dirais presque une sorte de signal traverse la civilisation en ce moment, d'où les crises monstrueuses qui existent dans tous les pays. Tous les troubles qui existent, ce sont des chocs spirituels, intellectuels, moraux, avec l'avant et le maintenant. Il y a quelque part un inconscient collectif qui est en train de se réveiller. En partie. Oui, mais ça va, je pense, s'accélérer, crois-moi. Je pense. Ça, et que, dans une phase de croissance. En réalité, aujourd'hui, il va se créer un phénomène, pour moi, c'est comme une caldeira. Elle est en train de monter en pression. Tu vois, le volcan n'est pas loin d'exploser. Il attend juste le truc qui va le lancer. Et ce truc qui va le lancer, c'est la découverte de l'Agartha et de Shambhala, qui donnera ensuite accès à l'humanité, à des moyens dont elle n'a même pas idée. Ça, c'est une force. D'accord, donc ça veut dire qu'on va avoir cette évolution, mais une question encore qui m'interpelle malgré tout. Oui. On n'a pas trouvé de tombe en Agartha, ou en tous les cas, le Major n'en fait pas mention. Il n'y a pas de... Même si les êtres vivent d'une façon éternelle, à un moment, soit on devrait encore le voir, alors soit, en fait, c'est toujours pareil. Dans les textes anciens secrets et sacrés, indiens, tibétains, etc., mais même dans certains textes extérieurs, on parle de gens qui vivent extrêmement longtemps. Ça, on ne parle pas d'immortalité. Mais en fait, en réalité, c'est une population de communs qui ne peut pas donc accéder à l'information quant à savoir si cette immortalité existe ou est juste supposée. Il y a une technologie sur place là-bas qui n'est pas, comment dirais-je, explicable en soi, qui a été visiblement expérimentée par l'un des membres de l'expédition Wesley, et qui permettrait effectivement de faire quelque chose qui, à l'heure d'aujourd'hui, est encore une fois d'une technologie inexplicable. Aujourd'hui, les gens sont convaincus que le conscient, c'est l'expression de l'âme. Et que l'âme, c'est quelque chose, notamment chez les Tibétains, qui est différent du corps. Le corps est un véhicule, l'âme, c'est le conducteur. Mais jusqu'à nouvel ordre, les gens se disent, si je meurs, mon âme, donc le conducteur, se retrouve dans les limbes à attendre l'occasion de pouvoir investir un autre corps. Oui, c'est pas tout à fait ça. Mais on n'est pas sur une émission de spiritualité. Donc, voilà. Non, mais en même temps, si tu veux, par exemple, il y a le fameux bardo chez les bouddhistes qui dit justement, après un cycle de 49 jours, et ce qui est intéressant, c'est que quand ils découvrent le lac Lété, ils font un rapport avec le Styx et le Tartare. Où dans le Tartare, tous les gens qui ont fait de mauvaises actions sont obligés de boire de l'eau du Lété
pour oublier ce qu'ils étaient avant, de manière à avoir la possibilité de repartir sur une nouvelle expérience de vie. On trouve là le principe de la renaissance, de la réincarnation. Complètement. Bien sûr. Et, si tu veux, ce que découvre Wesley et son équipe, c'est qu'apparemment, notre âme est comme un logiciel. Il est captable, enregistrable sur un support, et gardable à vie, qu'à n'importe quel moment. Il est transférable dans n'importe quel autre véhicule, corps humain ou autre, et que notre conscience d'aujourd'hui, nous ne la perdons pas du tout. Elle est juste transférée. Est-ce qu'on parle d'âme ou est-ce qu'on parle d'esprit? On ne sait pas. Ah, On parle de quelque chose, encore une fois, qui fait appel à une technologie qu'on ne comprend pas. c'est ça. Pour moi, je me dis, tu me télécharges ma conscience aujourd'hui. Je meurs dans 8 jours. Tu me retélécharges dans un corps nouveau. J'aurai la sensation de n'avoir jamais quitté le jour où j'ai été téléchargé. Mais je n'aurai absolument aucune conscience du fait que je suis mort 8 jours après. Oui, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est quelque chose de... Par Voilà. contre, l'intégralité de mes souvenirs, jusque dans le moindre détail, du moment où j'ai été téléchargé, sera intégralement conservé. D'accord. Donc pour moi, ça c'est plutôt disons on va dire le fait que l'esprit, la permanence de l'esprit plutôt, c'est-à-dire pouvoir effectivement garder l'esprit, tout ce qui est conscience. Bon. Après, l'âme est un principe spirituel ou un principe divin qu'on retrouve, disons, qui continue sa course ou, disons, sur d'autres plans. Le principe de la conscience, qu'on puisse à la limite, pourquoi pas, télécharger, comme tu dis, ou sauvegarder cette conscience, après tout, pourquoi pas, pour pouvoir la réinjecter dans un nouveau véhicule, pourquoi pas. Moi, je te dis, je n'affirme rien. Non, Rappelons-nous non, bien, hein, mais nous par sommes contre, en train de parler de choses contenues dans les carnets et contenues dans les textes, sans porter de jugement dessus. oui, bien sûr. On donne l'information brute, Bien sûr. en Mais- prenant aucun jugement, aucun parti. Tout à fait. Donc ça veut dire que pour moi, disons en tout cas, si on avait la possibilité de projeter cette conscience, la conscience serait éternelle, mais le principe divin d'évolution spirituelle sur d'autres plans continuerait encore d'une autre façon. L'un n'exclut pas l'autre, on va dire. Mais en fait, ce n'était pas tellement ma question. Ma question, c'est plutôt que sont devenus les êtres physiques qui vivaient en Agartha? Où sont-ils aujourd'hui? On n'en sait strictement rien. Et voilà, c'est ça. On n'en sait strictement rien et on risque d'être étonné. On risque peut-être de tomber sur une base de données monstrueuse de milliards de personnes qui n'attendent qu'un corps. D'accord. Donc un changement de conscience. Alors en fait, une importation de conscience. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, pour importer des consciences dans un nouveau corps, il faudrait que dans ces corps-là, la conscience précédente soit effacée. Ou qu'il n'y en ait jamais eu. Ah, alors ça veut dire que nous aurions des enveloppes biologiques, qu'il y aurait des enveloppes biologiques quelque part, mais sans conscience. Là, on évoque. Donc eux construisent ces entités biologiques sans conscience. Et qu'ils D'accord. incorporent, comme on incorpore un logiciel dans un ordinateur pour le faire fonctionner, le fameux BIOS, il serait tout à fait, ce serait notre BIOS à nous. Alors pourquoi la conscience ne pourrait-elle pas exister toute seule? On n'a pas forcément besoin d'un corps physique. Je ne peux pas C'est très répondre à cette intéressant question. comme débat. On pourrait creuser. Là, Je ne peux pas répondre à cette domaine question. Je ne peux pas répondre à cette question. Il y a véritablement trop de, je dirais, trop de choses encore incomplètes. On est vraiment dans un maximum de fragmentation de l'information avec des pans entiers qui nous échappent et des choses sur lesquelles on ne peut même pas porter d'information. Alors justement, tu parles aussi de la salle du savoir. La salle du savoir où sont quand même regroupées un certain nombre de connaissances, on va dire finalement. Ah ben, Souvent, la ça salle, parlera pas, salle du savoir. oui, non, mais la salle du savoir est, si l'on écoute encore une fois les carnets de Wesley, c'est en fait une salle dans laquelle ils ont répertorié et mis en place toute l'histoire de la civilisation depuis son existence, depuis son premier jour. C'est-à-dire que se trouverait là-dedans 21 millions d'années d'évolution. Et toute l'histoire
de toute la galaxie Gartha. Bien, eh bien, Donc c'est quelque chose qui est comment dirais-je, qui est inimaginable et qui n'est pas d'exploitable. Comme le disait le jeune archéologue, une vie ne suffirait pas pour pouvoir réécrire et comprendre, apprendre tout ce qui se trouve dans cette salle. bon, d'où l'intérêt de vivre un peu plus longtemps, de passer par les capacités technologiques de la cité pour prolonger l'existence. Ah ben, pardon, et c'est là comprendre, où je disais justement, beaucoup de choses débuteront. Tu sais, j'aime bien cette phrase aussi, de la, comment dirais-je, du côté mythologique égyptien, l'Égypte n'étant encore une fois qu'un succédané de tout le reste, la mort n'est que le commencement. Absolument. Donc, je pense qu'en réalité, il est impossible de voir, d'apprendre, de réapprendre tout ça, sauf à vivre des centaines, voire des milliers de vies. Et que les Agarthians, s'ils étaient immortels par succession de transfert de corps tous les 8 siècles, c'était parce qu'ils avaient compris qu'à un certain degré d'évolution de la civilisation, la vie d'un individu n'est plus tenable autrement qu'en l'étendant vers l'infini. Eh bien, écoute, c'est très intéressant et je te propose justement de faire le joint, si je puis dire, de stopper là Oui, notre émission actuelle d'aujourd'hui, oui. et puis de parler de toutes les valeurs morales et spirituelles fondamentales de toutes les civilisations d'ailleurs antédiluviennes dans notre prochain épisode. Si Tout je puis à dire. fait, N'est-ce pas? n'est-ce pas? Et d'un rendez-vous donc dans l'émission numéro 4. Exact. Les valeurs morales et spirituelles fondamentales des civilisations antédiluviennes. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour cette 4e émission. À bientôt. À bientôt.